Emmanuel Esté, bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste de la glace. Le spécialiste, disons que je ne suis pas un scientifique, donc des scientifiques se diront spécialistes plus que moi, mais j'en ai une expérience depuis une vingtaine d'années, une expérience pratique, parce que je voyage au Groenland, au Spitsbergen, dans beaucoup d'endroits, pour aller rencontrer en particulier la banquise et la banquise pluriannuelle. Donc j'ai une certaine expérience de ce qu'on peut observer là-bas, en matière d'évolution de la situation, parce qu'évidemment on sait que c'est plutôt en train de fondre. Donc ça je l'ai vécu, la fonte des glaces, voilà. Alors quand je vous qualifie de spécialiste, je parle de celui qui met ses bottes fourrées et qui va, pas le mec qui reste branché sur un site internet en disant moi je connais tout, vous vraiment, vous mettez les pieds dans la glace, vous êtes sur place, vous rencontrez les gens, vous voyez ce qui se passe, Oui. vous mesurez la fonte de la banquise et puis les conséquences que ça a. Absolument, absolument. Et on voit évidemment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expéditions qu'on pouvait faire il y a une vingtaine d'années, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Parce que bon, c'est sans doute moins grave que la disparition des territoires de chasse pour les Inuits, mais quand on est un peu explorateur, quand on part en expédition dans certains endroits, on ne retrouve pas la banquise qu'on retrouvait auparavant, elle a disparu. On se retrouve dans les secteurs où on pouvait mener des opérations marcher sur la banquise, tirer la poulka, où c'est plus possible parce qu'il y a une neige beaucoup trop épaisse, le climat change, donc ça se radoucit, il y a beaucoup plus de neige. Et du coup, on est sur un territoire qui, jadis, c'est comme un métronome, les saisons étaient vraiment extrêmement précises. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, donc ça fait même plus envie, je dirais, pour quelqu'un qui part en expédition, parce qu'on s'expose beaucoup plus en termes de danger qu'auparavant. Même s'il fait moins froid, parce qu'on a des tempêtes plus violentes, et puis on ne sait pas quel type de température ou de climat on va rencontrer. Alors on a un temps qui est un peu limité parce que je crois que vous avez un train à prendre. Oui. J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit, c'est est-ce que quelque part cette histoire de réchauffement, ça amène par exemple à faire du tourisme qui est aussi générateur d'argent pour les gens. Le Groenland va être surexploité par toutes les grandes puissances, notamment le Danemark et le Canada qui se disputent les richesses du sol. Ouais. Est-ce que ces gens-là, ils ne vont pas finalement avoir une autre vie dans les prochaines années et peut-être sortir un peu de leur vie tellement difficile, n'étant plus dépendants d'un climat qui est tout à fait austère, quoi. Eh bien, il y a beaucoup de choses dedans, mais le tourisme, je ne pense pas qu'il se développe plus maintenant que la glace fond. Il y en avait déjà un petit peu, il n'y en a jamais beaucoup plus. Ce que je veux dire, c'est que les gens vont plus loin, quoi. C'est-à-dire que maintenant, Ouais, avant oui. il fallait vraiment être équipé, maintenant on peut y aller longtemps, quoi. En- J'exagère, mais... En fait, cette mutation du tourisme n'est pas encore réellement visible par rapport à... Alors évidemment, il y aura de temps en temps un bateau qui passera par le passage du Nord-Ouest, qu'il ne faisait pas avant, mais ça n'a pas réellement d'impact sur le milieu et ni sur les populations. Ça reste très très marginal. Non, ce qui a réellement un impact, c'est que les chasseurs ne peuvent plus chasser, c'est qu'il y a des déplacements, les poissons ne sont plus au même endroit, la faune, les phoques, il y a des perturbations assez globales qui tendent à transformer les chasseurs soit en pêcheurs, soit en faire des gens qui vont travailler dans des administrations, ou qui vont chercher une formation ou un travail dans les villes. Ils vont quitter leur village parce que vivre en tant que chasseur est de moins en moins possible. Bon, finalement, j'ai presque envie de vous poser une question un petit peu bête, comme j'ai l'habitude, je suis un spécialiste moi, à ce niveau-là, chacun sa truc. Est-ce que finalement, si le peuple inuit disparaît, c'est un dommage collatéral, nous on s'en fout. Est-ce que finalement c'est pas plus important qu'on redécouvre encore des richesses et que ça permette au système actuel de s'enrichir encore plus et de faire évoluer ce monde de gagner plus, travailler plus, qui est un monde on perd de vitesse et on sait très bien qu'on va tous dans le mur, quoi. Oui, mais manifestement on le sait très bien, mais on continue et je crois qu'on continue à la fois ceux qui en profitent directement, mais comme ce qui est assez ambigu, c'est que nous dans notre monde civilisé, c'est qu'on en profite tous plus ou moins, même si on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas le choix, on est né dedans. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'on porte un jean, on ne sait pas dans quelles conditions il a été fabriqué, ni où. Le téléphone portable, c'est pareil, il y a du tantal dedans, on ne sait pas où il a été exploité. Donc on est pris au piège d'un système qui fait de nous plus ou moins les complices. Alors
avec une visibilité, soit on est lucide, soit on ne l'est pas, soit on accepte de voir les choses en face et de réfléchir comment on peut changer, soit on préfère ne pas trop regarder en face et continuer de vivre comme ça et de profiter de ce qu'on a. Et je pense que la seconde phase est celle qui domine encore aujourd'hui. Donc globalement, on va assister à la disparition des Inuits, tels qu'ils dans leur tradition, mais aussi d'un certain nombre de peuples sur Terre, en particulier les peuples premiers. Qui sont très exposés à ces changements climatiques, qu'on vive au milieu de la forêt amazonienne ou aux Maldives par exemple, avec 1,50 m d'altitude moyenne pour ces îles-là. Donc ces gens-là ne survivront pas, ne passeront pas le 22e siècle, quoi. Ça sera du dommage collatéral dans l'histoire de l'humanité telle qu'elle est dirigée actuellement, malheureusement. Et dans le cadre de votre conférence, vous aviez l'air d'être assez sceptique sur l'efficacité des dirigeants de la COP21, Oui. et vous incitiez un petit peu les gens à aller chercher leurs solutions au fond d'eux-mêmes, leur intériorité, Oui. et puis la solution passera par l'individu. Oui, elle ne peut passer que par là si on s'en sortira. C'est-à-dire c'est à nous de nous réapproprier notre propre destin. On ne peut pas le confier à des hommes politiques qui n'ont ni la compétence, ni la volonté, ni les moyens de diriger un changement réel. Personne ne le souhaite réellement. Ils en parlent parce qu'ils sont obligés d'en parler à cause des scientifiques et de la société civile qui exerce quelques pressions. Mais sinon, ça ne fait pas partie de la carrière d'un homme politique de se battre pour la survie de l'humanité. Il n'a pas été élu pour ça. Alors pour terminer sur une note quand même d'espoir, parlez-nous un peu de votre projet de cette fameuse île là, que vous mettez à la disposition de tous. Oui, l'île Hand se trouve à 1000 km du pôle Nord géographique. Elle est disputée par le Canada et le Danemark. Et je voudrais en faire une île qui appartiendra à tout le monde, parce que pour le moment, elle n'appartient à personne. Alors plutôt que de la laisser entre les mains de pays qui veulent se l'approprier pour contrôler le passage qui mène à de futures ressources éventuellement exploitables, ça serait cette île, si elle appartenait à tout le monde, le symbole d'une prise de conscience, le symbole de l'intérêt commun et de tous ces milieux naturels, ces grands écosystèmes que l'on doit prioritairement protéger, sans quoi l'humanité ne peut guère avoir d'avenir. Je pense que là, l'enjeu, c'est notre salut collectif. L'humanité passe en définitive par la préservation de ces glaces-là. Et cette île, elle peut en être le symbole. D'accord. J'imagine qu'on peut trouver tout ça sur Internet. Il y a peut-être un site que vous pouvez donner www.handuniversalis.org. Ok, Emmanuel Esnay, merci beaucoup d'avoir répondu à 2012 Télé. Merci.